Écoutez plus loin que le bout de son nez, RCF Vaucluse, l'invité de la rédaction. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Émile Duport, porte-parole des Survivants, un mouvement pro-vie qui veut casser le tabou sur l'avortement en France. Pourquoi avoir créé les Survivants? Parce qu'en fait, ça me semblait être une manière un petit peu nouvelle de réinstaurer les bases d'un débat sain sur l'IVG. C'est de dire tout simplement que tout le monde est affecté par l'avortement, hein, et que c'est un sujet de société beaucoup plus global que simplement un sujet qui doit être limité au libre arbitre de la femme, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'ai été un embryon, à partir du moment où j'avais une chance sur 5 de ne pas naître, puisqu'il y a 220 000 avortements pour 800 000 naissances, et à partir du moment où certains d'entre nous, on a un frère ou une sœur qui ont été avortés, il est quand même intéressant de dire que nous aussi, on est concernés par l'avortement et qu'on peut avoir dans le cœur cette question de se dire pourquoi moi j'ai eu la chance de vivre alors que d'autres n'ont pas eu. C'est une question de solidarité nationale et c'est un sujet humanitaire et pas politique. Et en fait, c'est ce que les survivants viennent dire, c'est que le meilleur IVG est celui qu'on évite. Or, pourquoi on en fait un droit et pourquoi on ne fait pas tout pour que, en gros, il y ait de moins en moins de femmes qui aient à vivre cette épreuve-là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme recours autre que l'IVG en cas de grossesse non désirée? Alors déjà, une grossesse, elle n'est pas complètement désirée à 100%, jamais, quoi, tu vois, c'est toujours un défi de devenir la demeure d'un autre. C'est toujours un défi d'être mère. Ce qu'on peut proposer déjà, c'est une prise de conscience que quand une femme est enceinte, eh ben, elle vit un traumatisme, elle vit un temps d'épreuve. Alors, si c'est prévu et si elle peut être dans la joie, mais c'est jamais sans inquiétude, c'est jamais sans désarroi, c'est jamais sans appréhension par rapport à l'avenir. Donc déjà, c'est de reprendre espérance par rapport à l'avenir et de dire qu'en fait, avant tout, un enfant, on ne sait pas ce qui va devenir, mais ne le condamnons pas au malheur, quoi. Donc déjà, c'est changer de regard sur l'inconnu, en fait, sur l'imprévu. Mais au-delà de ça, ce qu'on pourrait faire, c'est d'essayer déjà de faire en sorte que les mamans qui attendent un enfant qui n'est pas prévu, essayer d'avoir une réaction un peu pondérée par rapport à ça et de dire, écoute, pour te garantir vraiment sa liberté, de lui dire, tu pourras être aidé. Déjà, nous, tu peux compter sur nous si tu veux garder cet enfant. Créer un programme éducatif ou d'accueil pour toutes les mamans qui veulent confier leur enfant après l'accouchement. Impliquer les pères pour qu'ils soient au moins au courant quand leur compagne avorte. Il y a plein de choses à imaginer en fait pour, sans forcément revenir sur la loi, faire en sorte qu'il y ait une espèce d'élan de solidarité et qui soit déclenché, quoi. En fait, la politique, c'est ça, quoi. En fait, ce qui est dingue, c'est que les gens ne sont pas forcément pour l'avortement, ils pensent que c'est un mal nécessaire. Mais on en reste là, c'est-à-dire qu'on dit ouais, c'est un mal nécessaire, c'est sûr que personne ne va avorter de gaieté de cœur, mais finalement, de toute façon, c'est un droit et puis on ne reviendra pas en arrière parce qu'en fait, franchement, voilà, parfois, il n'y a que cette solution, tu vois. Et en fait, il y a jamais un discours qui vient dire, mais en fait, si, il y a d'autres solutions, pourquoi on ne les développe pas, quoi? Pourquoi on ne s'engage pas dans un vrai défi de proposer d'autres solutions à l'avortement? Parce qu'en fait, effectivement, quand un enfant est une promesse et entre guillemets un tas de cellules, bon, c'est sûr d'avoir de l'affection pour lui, c'est très compliqué pour l'entourage. Mais une fois qu'il est né, ça déploie des trésors de solidarité, de tendresse. On a du mal à se séparer quand même d'un nouveau-né une fois qu'il est né, quoi. Il y a quelque chose d'héroïque qui se déploie en nous, quoi. Alors que c'est un mystère dans le corps d'un autre, c'est vrai on peut tergiverser, on est déconnecté émotionnellement, tu vois. Quand tu es militant pro-life, c'est vrai que c'est un peu chaud parfois parce que tu parles au nom des silencieux et puis au nom des embryons. Et les embryons, s'ils sont pas très beaux et puis ils n'ont pas de voix, donc ils peuvent pas se défendre. L'embryon, même si effectivement il s'exprime pas avec des mots, il s'exprime d'une manière différente avec sa mère, quoi. J'en suis persuadé, quoi. Et qu'on met fin à quelque chose dont on ignore toute la teneur. Et justement, aujourd'hui, le débat est relancé à l'Assemblée et au Sénat, Ouais. où il y a tout un débat sur la médecine. Faut-il retarder ou supprimer tout ce qui est avortement pour mieux soigner les malades du coronavirus? Ce qui est dingue, c'est qu'on en vient à mettre au même niveau une maladie qui peut être mortelle et la maternité quand même. Parce qu'en en fin de compte, un avortement, ça met fin à une maternité, ça ne met pas fin à une maladie. Or, tu as quand même des politiques qui sont capables d'aller jusqu'à… Ils ont tellement peur, ils savent tellement qu'en fait l'avortement, ça repose sur aucune base morale, tu vois. Et ils ont tellement peur qu'on revienne là-dessus et ils ont tellement peur qu'en fait, j'irais même jusqu'à dire que des femmes finalement connaissent l'espèce de désespoir d'être mère
aillent au-delà et se rendent compte qu'en fait, bah non, en fait, que grâce au coronavirus et au confinement, elles n'ont pas avorté et que finalement, c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ça les rend fous, ça, tu vois, parce que pour eux, ils ont une doxa, c'est qu'en fait, la liberté, c'est de disposer de son corps. Comment dire, ils sont dans leur logique de vouloir réaffirmer contre vent et marée le droit d'avorter, si tu veux. Donc, à partir du moment où il est menacé, ne serait-ce que par un contexte très conjoncturel, eh bien, en fait, ils sont obligés de monter au créneau, quoi. Parce que sinon, en fait, ils ne sont pas cohérents avec leur logique. Moi, je trouve ça carrément flippant, quoi. Pour être tout à fait franc, c'est quasiment… Enfin, pour moi, ces gens-là, c'est des possédés, quoi. Tu vois, c'est des gens qui sont complètement dédiés corps et âme à, ils en ont fait leur combat, quoi, tu vois. L'avortement passe devant le droit de guérir, quoi, tu vois. Je pense que dans la tête de Rossignol, c'est intolérable d'avoir un enfant si tu l'as pas choisi. Et donc du coup, elle infantilise complètement les femmes parce qu'en fait, elle ne leur prête aucune grandeur d'âme, aucune générosité, rien. Elle les prend pour des petits automates qui finalement peuvent exercer leur liberté de manière totale et entière, indépendamment de tout ce que le père, le patron, la famille, les amis vont penser. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment un droit sanctuarisé, quoi. Donc du coup, à partir du moment où la médecine peut plus rendre applicable ce droit, il est mis en danger. Et comme c'est un droit qui est tellement fragile, parce qu'elle le sait, bah, qu'en gros, elle en fait des tonnes, quoi. Et puis, en fait, elle sait quand même que le confinement, ça va provoquer, alors là, en tout cas dans les premiers temps, après, peut-être qu'on se tape dessus, mais au départ, quand même, on est content de rester enfermé avec la personne qu'on aime et qu'on voit finalement assez peu souvent pendant des périodes de travail classiques. Et bah voilà, donc du coup, c'est logique. Et donc du coup, ça va donner naissance à des… Et puis l'accès à la contraception, à la pilule est peut-être un petit peu plus compliqué, donc elle sait que ça va donner des naissances. Et pour elle, l'idée qu'il y ait des intrus qui se pointent sans un projet parental, ça la terrorise. Tu vois, c'est terrible. Ça sera les enfants du non-désir, de la non-maîtrise, et donc du coup, ça vient contredire finalement toute ma logique de contrôle des naissances, tu vois. Et elle pense qu'en dehors du contrôle, il n'y a pas de liberté, en fait. Alors qu'en fait, bah, notre corps, on ne le contrôle pas. Quand on est malade, est-ce qu'on peut dire mon corps, mon choix si on va jusqu'au bout, elle veut qu'on contrôle, elle veut qu'on contrôle son corps comme si c'était un objet extérieur à soi, quoi. Au contraire, à l'étranger, on voit notamment au Texas, où ils ont changé la loi pour que les avortements soient arrêtés pendant la période du confinement. Il y a un petit côté hyper militant aux États-Unis, tu vois, tu es républicain, tu es pro-life, tu es démocrate, tu es pro-choice. Et le critère de l'avortement, c'est un critère de distinction politique. Et en fait, du coup, ça rentre dans une forme de stratégie politique. Moi, je pense que c'est un sujet qui est douloureux. Et moi, je suis un militant pro-life, mais je pense qu'on ne peut pas rejoindre nos contemporains sans reconnaître que en fait, le désir d'avorter, c'est un désir humain, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il est légitime, ça ne veut pas dire qu'il doit être encouragé, mais on a le droit de pleurer parce qu'on est enceinte et on a le droit de ne voir d'autres solutions que l'avortement. Tu vois, enfin, dans les pays en développement, il y a des femmes qui sont rejetées si elles sont enceintes d'un homme qui ne fait pas partie, par exemple, qui n'est pas adoubé par le père, etc. Enfin, nous, on a des services d'écoute, on a pas mal de jeunes filles africaines qui disent mais si j'avorte pas, je vais être rejetée par ma famille. Tu vois, il y a quand même des réalités derrière le contexte familial qui est chaud, quoi. Tu vois, parfois. Enfin, donc, du coup, instrumentaliser ça à des fins politiques, je trouve ça un peu moyen. Après, faire passer finalement les malades devant les mamans qui désirent avorter alors qu'elles ne sont pas véritablement malades, moi, ça me paraît logique. Tu vois. Je ne pense pas que la maternité puisse être considérée comme une maladie, quoi. Un petit mot de la fin, un petit message à passer? Il y a un psychologue qui m'a dit ça, qui était aussi un peu sociologue. Il me dit en fait, l'avortement, il est beaucoup pratiqué par des sociétés qui ont un très fort niveau de vie, un très fort niveau de consommation et d'individualisme et des capacités de projection dans l'avenir. Si tu veux, tu peux faire un projet parental quand quelque part tu te projettes dans la vie, tu vois, et tu te dis bah je vais faire ça, puis je vais faire ça, donc tu es en situation de sécurité. Tu vois. Quand tu es en situation d'insécurité, des situations de conflit social ou même de guerre, ce monsieur m'expliquait qu'en fait, il y a beaucoup moins d'avortements parce que les femmes qui sont enceintes, en fait, elles se sentent plus en sécurité justement avec cet homme ou cette femme, cette jeune femme qui naît en elles. Elles ont l'impression d'être pas seules et elles se sentent plus fortes. Face à une situation d'insécurité, en fait, on va se tourner vers, ça nous ramène à l'essentiel, en fait. Et donc, moi, je pense que c'est une période qui, par rapport à l'avortement, eh bien, tu vois, c'est vachement intéressant. Les filles qui vont découvrir qu'elles sont enceintes, là, elles ne seront pas sous stress professionnel. Elles ne sont pas sous stress amical. Elles ne sont pas sous stress urbain, tu vois, parce que voilà, elles ne sont pas non plus oppressées, etc. Et, elles sont et les gars ne vont pas pouvoir les quitter ou leur faire du chantage, tu vois.
Parce qu'en gros, le mec, qu'est-ce qu'il fait quand une femme est enceinte? Il dit bah, c'est lui ou c'est moi qui dégage. Ou quoi que tu décides, ma chérie, je serai d'accord avec toi. C'est ça qui se passe en fait. Mais la plupart des avortements, ils sont provoqués par les mecs. Tu vois. Or, le mec, il est cloisonné avec la fille. Donc, c'est très intéressant parce qu'il va devoir discuter, forcément, il va devoir se confronter. Quoi. Alors, il y aura peut-être des disputes, tu vois, mais après, il y aura peut-être des réconciliations. Et puis, en fait, un homme, il a encore plus de mal à être mère. Il faut 40 semaines à une femme pour devenir mère. Alors, un père, il lui faut 2 ans. Bah, ils vont être un peu observateurs de ce qui se passe dans une forme de silence, dans une forme de recueillement, de confinement. Ce qui fait qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui voudront le garder, ce bébé. Tu vois. Et je m'en réjouis, quoi. Je m'en réjouis parce que il faut du temps. Et c'est le vacarme et le stress et les projections de bonheur, le cahier des charges du bonheur imposé par les autres qui fait que les gens avortent, en fait. Tu vois. Ils ont l'impression de rendre un service à cet enfant, tu vois, en disant, mais en fait, on ne va pas le mettre dans un monde aussi triste, etc. Mais là, leur monde, pour l'instant, c'est quoi? C'est leur appart. Et il n'est pas si triste que ça, ce monde-là, du coup, tu vois, quand il est coupé du brouhaha. J'espère qu'ils couperont un peu leur télé, quoi. Allez, bah, bon courage hein, pour la fin du confinement.